On va plonger aujourd'hui dans l'une des affaires criminelles les plus tristement célèbres de France. L'histoire d'un homme qui, derrière une façade respectable, a su exploiter une des plus grandes tragédies de son époque pour commettre l'impensable. C'est l'histoire glaçante d'Henri Landru. Alors, pour vraiment comprendre comment une telle chose a pu arriver, il faut se remettre dans le contexte. On est juste après la Première Guerre mondiale. La France est à genoux. C'est un pays en deuil, un pays de veuves, où la solitude est devenue le quotidien de centaines de milliers de femmes. Imaginez un peu, des millions d'hommes ne sont jamais revenus des tranchées. Ils ont laissé derrière eux des femmes seules, souvent démunies et complètement vulnérables. Et c'est justement dans ce climat de chagrin et de précarité qu'un prédateur d'un tout nouveau genre va trouver son terrain de chasse idéal. Et c'est là qu'il entre en scène. Henri Désiré Landru. À première vue, c'est un homme tout à fait banal, le genre de personne qu'on pourrait croiser dans la rue sans même y prêter attention, monsieur tout-le-monde en quelque sorte. Mais c'est justement là que se cache tout le danger de Landru. Dans ce contraste, ce double visage. D'un côté, il y a la façade, un homme qui paraît intelligent, cultivé, charmant, le gendre parfait. Et puis de l'autre, la sombre réalité, un escroc, un manipulateur, qui était d'ailleurs déjà bien connu des services de police pour diverses arnaques. Quand la guerre se termine, Landru va mettre au point sa méthode, une méthode redoutable. Son arme principale, la solitude et l'espoir des femmes. Et son terrain de chasse, les petites annonces des journaux. Bon, à l'époque, évidemment, pas d'application de rencontre, c'est dans le journal qu'on cherchait l'amour. Landru publiait donc des annonces où il se présentait comme un veuve, un homme respectable, qui cherchait simplement à refaire sa vie. Ses proies favorites, des femmes seules, souvent des veuves de guerre qui avaient hérité d'un petit pécule. Son plan était réglé comme du papier à musique. Chaque étape était calculée. D'abord la séduction, la promesse d'une nouvelle vie. Ensuite, et c'est le plus terrifiant, il parvenait à instaurer une confiance absolue. Il ne se contentait pas de séduire, non, il devenait leur confident, leur seul et unique espoir. Une fois qu'il avait le contrôle total, notamment sur leurs finances, il les isolait de tout, de leur famille, de leurs amis, avant l'étape finale, la disparition. Forcément, on ne fait pas disparaître des dizaines de personnes sans laisser de traces. Les familles commencent à s'inquiéter, des lettres restent sans réponse. Et puis, des similitudes étranges apparaissent entre plusieurs dossiers de disparition. Tout doucement, l'étau commence à se resserrer autour de lui. Mais pour la police, c'est un vrai casse-tête. Landru, c'est un fantôme. Il utilise une dizaine de faux noms, il déménage sans arrêt. À une époque où il n'y a pas de fichier informatique centralisé, le retrouver, ça relève presque de l'impossible. Et puis, le coup de théâtre, le tournant de l'enquête, c'est la perquisition. Là, les enquêteurs tombent sur une montagne de preuves. Des meubles, des papiers d'identité, des objets personnels qui appartenaient à toutes ces femmes, et surtout, la pièce à conviction qui va tout faire basculer. Un petit carnet noir. Dedans, Landru avait noté, avec une précision glaçante, les noms de ses victimes, juste à côté des sommes d'argent qu'il leur avait volées. C'est sa propre comptabilité macabre qui va le perdre. Alors, quand le procès s'ouvre en 1921, ce n'est plus une simple affaire judiciaire. C'est un véritable spectacle national. La France entière est à la fois fascinée et horrifiée. La presse en fait ses gros titres tous les jours. Les gens se bousculent pour essayer d'apercevoir celui qu'on surnomme maintenant le Barbe Bleue de Gambais. Et Landru, au milieu de ce cirque, imperturbable. Il assure lui-même sa défense, avec une intelligence et une arrogance qui sont absolument déconcertantes. Il nie tout, en bloc. Chaque accusation, il la balaye avec un calme qui glace le sang. Il se joue de la cour en exploitant l'unique faiblesse du dossier. Il n'y a pas de corps. Toute sa défense tenait sur cette idée, simple mais terriblement audacieuse. Pas de corps, pas de crime. Sauf que l'accumulation de preuves était juste écrasante. Les disparitions en série, tous les objets personnels retrouvés et bien sûr son fameux carnet. Le faisceau d'indices était beaucoup trop lourd. Le jury le déclare coupable. Henri Landru est condamné à la guillotine et il sera exécuté en 1922. Au-delà du fait divers, l'affaire Landru a laissé une cicatrice vraiment profonde dans la société française. C'est devenu une sorte d'avertissement terrible. Elle a montré que dans les moments de grande fragilité, comme cette France en deuil de l'après-guerre, la confiance peut devenir une arme mortelle si elle est placée entre de mauvaises mains. Plus d'un siècle a passé et pourtant, cette histoire continue de nous hanter. Elle nous rappelle une vérité assez troublante. Le monstre n'a pas toujours un visage effrayant. Parfois, il se cache derrière un masque de normalité, de gentillesse. Et la question, finalement, reste entière et peut-être plus pertinente que jamais. Comment fait-on pour repérer le danger qui se cache derrière un sourire ?